Abdelrahman Haj Nasser, bonjour. Le contexte mondial est explosif. Éclairez-nous en quelques mots. Bonjour. Écoutez, nous sommes dans une situation où il y a quatre acteurs qui essayent de s'imposer pour la future période. Nous avons un acteur dont la maturité a été reconnue dans le passé, les États-Unis, un acteur qu'on voulait voir disparaître, qui est la Russie, un acteur qui est devenu incontournable, la Chine, et puis un acteur qui s'appelle l'Inde, qui essaye d'exister parmi les trois grands. Les États-Unis, en tant qu'ancienne hyperpuissance, savent très bien qu'il va falloir partager le pouvoir et ils veulent se doter des moyens de partager le pouvoir. Ils ont fait une tentative de sauver leur puissance militaire et la puissance du dollar en essayant de casser la Russie, de s'accaparer de ses ressources naturelles, mais aussi de s'accaparer des capacités industrielles de l'Europe. Ils ont totalement échoué dans l'accaparement des ressources naturelles russes. Ils ont obtenu de la Russie qu'elle devienne un pays assez solide sur le plan économique, très autarcique, qui a aujourd'hui un taux de croissance quand même qui est de l'ordre de 4,8%, 5%, pendant que les États-Unis sont en quasi-récession et qu'un grand pays comme l'Allemagne est en voie de désindustrialisation, même si c'est au profit des États-Unis. Et donc, c'est déjà une situation catastrophique en Europe. La guerre présente à Gaza est une deuxième tentative de sauvegarder la mainmise sur le pétrole, sur les routes de l'approvisionnement, mais aussi de dédoubler ou de concurrencer en tous les cas la Chine qui a le projet de route de la soie qui avance très très vite par une route qui essaye de rattacher l'Inde aux intérêts occidentaux par une espèce de liaison mer, chemin de fer, canal qui passerait par Israël pour dédoubler le canal de Suez qui d'ores et déjà est passé du côté des BRICS. Et cette deuxième guerre qui est en cours ne se passe pas du tout comme prévu, étant donné que les États-Unis ont plutôt pour vocation à essayer de convaincre les Arabes qu'ils sont un partenaire fiable et qu'ils sont porteurs de l'idée d'une Palestine à côté d'Israël. Mais bon, l'efficacité de Hamas et la sidération des Israéliens, le désir de vengeance qui a atteint les limites de l'obscénité, de la sauvagerie, ne permettent pas d'envisager, on va dire avec facilité, la mise en place de cette stratégie américaine. Et, et par ailleurs, cette route qui permettrait le rattachement de l'Inde à l'Occident n'est pas évidente. N'est pas évidente parce qu'en parallèle, évidemment, la Chine progresse suffisamment vite pour qu'aujourd'hui les États-Unis demandent à la Chine d'intervenir pour calmer la situation. Donc, vous voyez bien que dans cette situation, envisager la troisième étape de cette guerre globale qui ne dit pas son nom puisqu'elle se fait par petites touches dans tous les continents, a comme objectif de contenir la Chine dans un espace où on essaie de la concurrencer par l'Inde comme quatrième puissance, mais aussi par le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam. Euh, c'est une étape qui n'est pas gagnée. Le résultat aujourd'hui, c'est que malgré tout, le dollar, qui est plus défendu par, par la politique qui est non agressive, on va dire, de la Chine et de la Russie pour maintenir le dollar en vie, que par la capacité américaine de garder cette monnaie, parce qu'une monnaie est valable par son sous-jacent. Or, le dollar n'a plus de sous-jacent. Le dollar, c'était de l'or, et puis c'est devenu de l'or noir. Si les États-Unis ne contrôlent plus la production d'or noir et le commerce de l'or noir, c'est une catastrophe. Or, on voit bien que dans les BRICS, ben, nous avons les plus grands producteurs actuels. Le Venezuela ne tardera pas à suivre, hein, c'est une question de temps.
Et puis nous avons les routes, puisque la vocation de la Chine, c'est de déverser des marchandises, mais d'acheter le pétrole, et puis de transférer vers Shanghai ou autres cantons les grandes bourses que nous avons aujourd'hui encore à Londres ou à Chicago pour les métaux. Et la volonté de la Russie, par ses capacités militaires quand même hors du commun, c'est d'assurer la gendarmerie des transports. Donc c'est une situation assez complexe, hein, assez complexe. Merci. On voit bien que le titre de grand échiquier de Zbigniew Brzezinski devrait être plutôt remplacé par le grand puzzle. Et face à ce grand puzzle qu'on peine à reconstruire et à comprendre, finalement, quelle devrait être la position de l'Algérie, hein, compte tenu de cette absence de visibilité? L'Algérie, l'Algérie a une position géographique, hein, qui lui donne les moyens de contrôler l'Occident méditerranéen. Pas uniquement par la surface du pays, mais par une tradition quand même millénaire de voyages du sud au nord, de conquêtes diverses et variées, et de la course. La course n'est pas du tout ce qu'on a appelé à l'époque les barbaresques, c'était une espèce d'OTAN qui gérait la sécurité en Méditerranée contre le paiement, on va dire, d'un droit de passage, hein, mais contre la sécurité. Et ces traditions, on voit bien que la marine algérienne a gardé cette capacité d'émergence. Mais le véritable point fort de l'Algérie, c'est plutôt l'héritage du GPRA qui est le non-alignement. Et donc, dans cette course mondiale entre grandes puissances, notre intérêt, c'est de sauvegarder ce non-alignement, à la différence de l'Inde qui prône le polyalignement. Le polyalignement, c'est quelque chose de dangereux. On ne peut pas être ami avec tout le monde de la même façon, en essayant de tirer profit de tout le monde, en essayant de tromper tout le monde. Le non-alignement consiste à dire non, nous n'avons pas d'alignement, nous défendons nos intérêts et nous sommes contre les blocs. Donc ça, c'est notre tradition et qui n'a pas disparu. Malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, on voit bien que les affaires étrangères, comme l'armée, comme les services de renseignement, comme les différents pouvoirs civils, ont toujours été en tous les cas prisonniers de ce choix stratégique fait dans la fin des années 50. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'Algérie stricto sensu. Par ailleurs, l'Algérie, dans sa région, c'est quand même la Méditerranée occidentale, c'est particulièrement l'Espagne, l'Italie, la France, mais aussi, évidemment, je ne parle pas du Maghreb, mais aussi le Sahel et l'Afrique profonde, parce que l'Algérie a une profondeur stratégique naturelle qui nous conduit naturellement vers l'Afrique humide et qui nous conduit naturellement au contrôle du Sahel. Donc, ceci a un poids certain dans l'échiquier mondial, parce qu'il va de soi que tout le monde cherche à mettre la main sur l'Afrique. Évidemment, les Occidentaux en essayant de maintenir le statu quo, les Russes en essayant de proposer une alternative à une nouvelle démarche d'indépendance, et les Chinois en proposant des financements et peut-être même de probables transferts de technologies s'il y a une demande qui, 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 enfin, qui se révèle dans les différents pays où elle travaille. Donc, nous, notre vocation dans ce cas de figure, c'est d'aller beaucoup plus loin que les propositions de ces trois grands axes, puisque dans ce cas de figure, l'Inde n'a pas du tout de politique africaine encore, c'est pas encore une grande puissance. Nous, notre vocation, c'est d'expliquer comment l'échelle de valeur doit être partagée, non seulement entre nous et les mondes développés, mais entre nous et avec les pays qui nous entourent, et particulièrement le Sahel et la frontière humide du Sahel. Donc voilà la vocation de l'Algérie. Oui,
On perçoit une réelle rupture, vous l'avez bien cité à un moment donné, entre le Sud global et l'Occident, puisque j'emploie le terme à la mode Sud global, car l'Algérie finalement fait partie de ce Sud global. Donc cette rupture, particulièrement entre le Maghreb et l'Europe. Je m'interrogeais sur l'impact dans nos futures relations, le Maghreb-Europe ou plutôt Algérie-Europe. C'est une excellente question parce que normalement, on a bien vu qu'autour du noyau dur musulman qui s'appelle, on va dire, la péninsule arabique, il y a le réveil de toutes les régions limitrophes. On a vu le réveil du plateau persan, le réveil du plateau turc, le réveil de l'islam asiatique, alors que le réveil, on va dire, je sais pas, amaziro-andalou ne s'effectue pas. Parce que le colonialisme a été très efficace dans la division Algérie-Maroc, principalement. Bien sûr, il y a la Tunisie, la Libye, l'Égypte, qui est un cas très particulier. Mais l'efficacité de cette lutte picrocolline néocoloniale qui ne se termine pas par une décolonisation classique du Sahara occidental crée une situation où le Maghreb ne joue pas le jeu. Et dans ce cas de figure, l'Algérie, paradoxalement, apparaît comme étant un pays dont la structure fondamentale, dont la colonne vertébrale est d'une stabilité à toute épreuve, puisqu'elle a été soumise à rude épreuve dans les années 90, elle a démontré sa stabilité. Donc l'Algérie devient le point de focalisation de la possibilité d'un Maghreb. Bon. Alors, comment cela peut-il se développer? Bien sûr, il faut régler le problème du Sahara occidental, mais cela fait référence à la fonction même des organes internationaux, des organismes internationaux comme les Nations Unies, parce que il y avait un acteur clé américain qui avait dit, dans le fond, le Sahara occidental, avec la Palestine à l'époque, sont les deux dernières colonies non réglées par les Nations Unies, alors que le Timor oriental avait été réglé. Le Timor oriental se ressemble beaucoup au Sahara. Et dans le fond, ce n'est pas réglé parce que les Nations Unies et le Conseil de sécurité n'ont pas décidé de le régler. Et le fond du problème, c'est ça. C'est que si on veut que la France et l'Espagne ne jouent pas dans la division, il faut que les grands décident un jour de dire ça suffit maintenant, ce problème. Ont-ils intérêt, chinois, russes et américains, de concert à ce que ce problème se règle? Je pense que si l'Algérie le souhaitait véritablement, elle a les moyens aujourd'hui d'obtenir l'adhésion de ces trois grands pour que ce problème soit réglé. Je n'ai pas dit dans quel sens, hein, mais en tous les cas qu'il soit réglé. Et opportunément, l'Algérie va être dans le Conseil de sécurité à un moment clé de l'histoire de l'humanité, qui est quand même un changement de système, de paradigme, d'équilibre, etc. Et l'Algérie a de l'expérience, elle a de l'expertise dans la gestion de ce type de dossier et dans la gestion du Conseil de sécurité. Si je ne m'abuse, c'est presque la septième fois que l'Algérie va siéger. Il y a peu de pays dans le monde qui ont siégé autant de fois. Je ne parle pas des membres permanents, bien sûr. Et je crois que c'est une opportunité qu'on devrait essayer de mettre à profit pour régler ce problème, quelle que soit la façon dont il est réglé, mais pour pouvoir avancer. Parce que, je veux dire, c'est pas très compliqué à deviner que 120 millions d'habitants qui travaillent ensemble au progrès, c'est mieux que 45 millions contre 35, contre 10 qui passent leur temps à acheter des armes pour ne jamais faire de guerre entre eux, mais qui dépensent de l'argent au profit des pays étrangers. Euh, je suis très interpellé par vos réponses et ça m'intéresse énormément. Je voudrais revenir pour conclure juste sur un point. On parle souvent de pays qui sont des acteurs stratégiques et de pays qui sont des pivots géopolitiques. Et à travers vos réponses, j'ai vu qu'il y avait eu un aller-retour entre acteurs stratégiques et pivots géopolitiques.
acteur stratégique, il faut se donner beaucoup d'ambition, évidemment. Je pense que l'Algérie pourrait en avoir, mais j'aimerais vous entendre à ce sujet. Est-ce qu'on a intérêt à garder plus une position de pivot géopolitique ou d'acteur stratégique pour laquelle j'ai un penchant personnel, hein, simplement? En réalité, beaucoup d'acteurs sous-développés, même en Europe, hein, se gargarisent de leur statut de pivot. Mais vous êtes un pivot quand les autres ont envie de vous utiliser pour un effet de levier. Et donc, c'est une position passive. Un acteur stratégique n'a pas de position passive. C'est-à-dire que actuellement, la géographie du monde va être dessinée, y compris des frontières géographiques vont être dessinées. On le voit bien au Karabakh, mais ce n'est que le début d'un processus. Donc, quand vous êtes un acteur stratégique, vous êtes assis à la table de ceux qui décident les cartes de géographie. Quand vous êtes un pivot, vous êtes utilisé par ceux qui dessinent la carte de géographie. Cette différence fondamentale, il faut l'avoir en tête. Et nous avons vocation, par notre histoire révolutionnaire, il ne faut jamais oublier que la révolution algérienne est d'une originalité absolue. Et le film La bataille d'Alger est étudié par tous les protagonistes mondiaux, c'est-à-dire que les révolutionnaires, comme les révolutionnaires, l'étudient parce que c'est une guerre qui n'était pas une guerre au sens classique du terme, qui était une véritable révolution dans tous les sens du terme, nous a imprégnés, nous, Algériens. On ne peut pas être que pivot. La population algérienne n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour définir une position stratégique. Mais pour ça, il faut l'avouer, nous devons travailler, nous, à l'intérieur du pays, pour avoir des définitions doctrinaires. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer si on n'a pas une doctrine militaire, une doctrine de renseignement, mais une doctrine de politique industrielle, une doctrine de l'ingénierie, hein, tout passe par l'ingénierie, de quel type d'éducation, enfin bref, quoi, une doctrine de qu'est-ce que doit être l'Algérie en 2054 si, après un siècle, elle doit rendre compte à ceux qui ont lancé la révolution algérienne le 1er novembre. Et ils nous ont tracé une feuille de route hein, qui s'appelait la Déclaration de novembre, qui est un véritable programme. On doit le rendre compte en 2054. Donc nous avons 30 ans devant nous pour définir cette doctrine dans le cadre d'une conception de nous-mêmes comme acteurs stratégiques et comme pays stratégiques. Ça n'a rien à voir avec le pays pivot. Ouais, c'est excellent comme réponse. Pour moi, ça me convient parfaitement. Au contraire, j'ai beaucoup d'ambition pour ce pays et je rêve justement que l'on prenne à bras le corps ces enjeux. Abderrahmane, on arrive au bout de notre échange. Un dernier mot sur une question que je ne vous aurais pas posée et qui vous tient à cœur. Ah, non, non, je n'ai pas je n'ai pas de mot particulier. Vous savez, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est dont je n'ai pas parlé quand j'ai parlé de la doctrine. Euh, pour réussir même à établir une doctrine, il faut une colonne vertébrale, une moelle épinière, ce que nous avons dans ce pays, mais il faut surtout une légitimité. Donc, nous devons construire une légitimité populaire forte et non pas une légalité. La légalité est reconnue par le monde, mais la légitimité, c'est le fait que vous avez toute une population qui concourt vers le même objectif. Le Hirak nous a montré que l'Algérie est un pays qui faisait corps et nation. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays qui pourraient avoir cette définition en leur sein. On voit très bien qu'il y a des forces centrifuges dans des pays européens même. Hein. Actuellement, on le constate en Espagne, on l'a constaté en Belgique, enfin dans un certain nombre de pays. C'était pas le cas pendant le Hirak. Pendant le Hirak, le Touareg, le Kabyle, ou ceux qui se définissent comme arabes, enfin, peu importe, ils avaient tous les mêmes mots d'ordre à 3000 kilomètres les uns des autres. Et c'est ça qui a le plus surpris,
non, pas les acteurs nationaux seulement, mais surtout les acteurs internationaux. Ils étaient ébahis, quoi. Et ça, c'est le fruit de la révolution algérienne. Et donc, il faut que ceci se transforme en légitimité de pouvoir. Je peux pas dire plus. Merci Abdelrahman et à très vite pour un autre podcast, j'espère. À bientôt.